très proche de mon cœur, les dinosaures. Quand j'ai fait ma maîtrise en sciences dans les plantes, la directrice, celui qui dirigeait ma thèse, son mari était un évolutionniste fervent et qui connaissait l'histoire de l'origine des espèces de Darwin, comme nous, on devrait connaître la Bible. L'ancien livre des années 1800, il connaissait ça par paragraphe. Et ma directrice, donc sa femme, elle dit, moi, je suis évolutionniste à cause des dinosaures. Moi, je peux vous dire ce matin que moi, je suis créationniste à cause des dinosaures. Et le plus qu'on connaît sur les dinosaures, le moins que c'est possible qu'ils ont évolué. Et ça, on va voir rapidement que les dinosaures ne sont pas une preuve pour l'évolution d'aucune manière. En fait, ils déclarent la gloire au Créateur. Ils déclarent la gloire au Créateur tellement que je vais vous montrer que Dieu a évangélisé en utilisant les dinosaures dans la Bible. Là, je peux presque entendre l'incrédibilité dans votre pensée. Vous dites, moi, j'ai lu la Bible depuis longtemps. Il n'y a pas de dinosaures dans la Bible. Donc, Dieu ne peut pas avoir évangélisé en utilisant des dinosaures dans la Bible. Non, non, non. Frères et sœurs, Dieu a évangélisé en utilisant les dinosaures dans la Bible. Est-ce que vous voulez savoir où? OK, ça va être à la fin. C'est sûr, ça va être à la fin. Donc, on est prêt pour faire ce voyage dans le temps des dinosaures. Et on va finir avec... on va parler des pas et tout ça après. OK. Donc, celui à gauche, c'est le dinosaure. Juste pour clarifier. ça, c'est Sue au Chicago. Ça, c'est un vrai T-Rex. Sachez que une des raisons qu'on a des modèles, comme ça, c'est un modèle. On a des vrais, les œufs ici sont des vrais œufs de dino. La corne de Triceratops, c'est vrai. Mais pourquoi on a des modèles? Parce que ça pèserait peut-être 400 livres quand c'est de la pierre. Donc, quand ils mettent des modèles en musée, rarement c'est les vrais, parce que ça comme 50 tonnes de pierre par-dessus les personnes qui passent. Les assurances ne couvrent pas frapper sur la tête par un dinosaure de nos jours. Alors, souvent, c'est des modèles. Dans le cas de Sue, ça se peut que c'était vrai, la vraie. Alors, est-ce que les dinosaures ont été créés, évolués? Donc, on va commencer par décrire c'est quoi un dinosaure. Pas tout le monde est vraiment au courant de c'est quoi un dinosaure. Il y a 75 sortes de dinosaures. Dehors, sur la table de livre, il y a une arche de Noé que Ian a fait. Et sur l'arche de Noé, il y a des wagons de train avec le même ratio. Et vous pouvez voir qu'on peut rentrer beaucoup de choses dans l'arche de Noé. Les dinosaures ne sont pas un problème. Premièrement, on ne prend pas les dinosaures adultes. On ne prend pas les dinosaures grands comme ça, là. On prend les edmontosaures quand ils sont petits, reproductifs. Et il y en a juste 75 sortes. Deux wagons de train, puis c'est fait. Pas un problème. Les dinosaures, on les divise en deux catégories. Les dinosaures à bassin de reptiles, sur les saurissiens. Donc, je voulais l'amener parce qu'il devient important plus tard. Ça, c'est les saurissiens, les longs coups, qui sont supposément l'ancêtre des oiseaux. Ça a l'air d'un oiseau? Vous n'avez pas assez de foi. OK, ça, c'est les bassins de reptiles. Donc, c'est bel et bien des bassins de reptiles. Et on peut voir les sauropodes, les théropodes. OK, parfait, bassins de reptiles. L'autre division qu'on a des dinosaures, c'est les bassins d'oiseaux, les ornithosauriens. Donc, les triceratops. Ici, comme. OK, triceratops, on va en parler plus tard. Donc, triceratops, ça, c'est supposé être c'est pas les ancêtres des oiseaux, mais ils ont un bassin d'oiseaux. Les hanches. Ça va mal, là. En tout cas, il faut croire. Alors, regardons quelques types de dinosaures. Qui, en bas de 15 ans, ici, peut me dire c'est quoi le nom de ce dinosaure? En bas de 15 ans. Qui va me dire ça? Come on.
C'est silence. Il n'y a personne ici, un enfant? Tu sais pas c'est quoi le nom de ce dinosaure? Non? Toi? Non? OK, en haut de 15 ans. Qui sait le nom du dinosaure? À part de Ian. Dis-le plus aussi fort que je peux l'entendre. C'est quoi? Vous ne savez pas? OK, c'est un stégosaure. Comme un steak, mais stégosaure. Ça, c'est une vieille peinture avec les plaques dorsales. Vous pouvez voir, c'est un stégosaure, qui veut dire reptile à toit. Donc, ça va être très éducatif ce matin, puisque vous ne connaissez pas un stégosaure. On va apprendre sur les dinosaures ce matin. Stégosaure veut dire reptile à toit parce qu'il y avait les plaques de toit, là, comme un toit. C'est assez grand. Ça pouvait être 9 mètres de long et peser 4 mètres de large, donc quand même 12 pieds de large. Hein. Et adulte, il pouvait peser 5 à 7 tonnes. Il est tellement grand qu'on pense, mais d'ailleurs, on a regardé, il a un cerveau grand, comme malgré le fait de sa grandeur énorme, là, il a un cerveau comme une noix de Grenoble. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. C'était ça qu'il avait besoin. Et il avait peut-être même, ils disent, une sorte de centre nerveux dans sa queue, où est-ce qu'il y a des pointes au bout de sa queue. Donc, pour juste donner une idée de la taille, donc ça c'est dans un musée, où est-ce que c'est moi, en bas ici. Donc, ça peut être assez grand, mammifère. Intéressant, les plaques dorsales. À quoi vous pensez que c'était utile, les plaques dorsales? Quelqu'un? C'est un peu interactif ce matin. Défendre, oui, se défendre. D'autres idées? Pour les plaques dorsales? Le quoi? Crème. Panneau solaire. Ça, c'est vraiment intéressant comme idée. Parce que c'est probablement la meilleure idée. En fait, c'est l'inverse. Mais c'est plus, ce qu'on remarque, c'est qu'il est très poreux, les os, ont beaucoup de trous dedans. Donc, le sang pouvait courir dedans. Et il faut comprendre que les dinosaures sont des reptiles. Et si on prend un serpent ou un couleuvre, quand il fait soleil, ils vont où? Sous une roche. Mais si vous pesez 5 tonnes, probablement difficile de trouver une roche rapidement, là, quand même. Donc, Dieu a fourni une sorte de radiateur. Donc, les plaques vont laisser la chaleur quitter leur corps pour équilibrer la température interne. Il n'y a aucun dinosaure avant comme ça, ni après. Il n'y a pas d'évolution vers cette sorte de dinosaure. Il apparaît tel qu'il est dans le registre fossile. That's it. Donc, il n'y a pas de preuve pour l'évolution. En fait, il y a beaucoup de preuves pour la création. Parce que ça vient de nulle part. Parce que Dieu l'a créé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas comme commencé avec un autre animal, comme un singe ou quelque chose avant, puis peu à peu, c'est devenu un humain. Non, il a créé Adam et Ève tel quel, à son image, n'est-ce pas? Quand il a créé les animaux au jour 6, il les a créés complètement faits dans un environnement complètement fait. Un environnement complètement fertile, complètement suivant la nature de Dieu. Dieu ne peut pas faire autre chose que qu'est-ce qui est dans sa nature. Et Dieu, quand il crée parfaitement accompli. Nous, on a cette idée que Dieu fait des choses un peu à la fois, parce que c'est comme ça que nous, on fonctionne maintenant dans un monde déchu. Mais Dieu faisait les choses au complet, complètement fait. N'est-ce pas? Adam et Ève étaient dans le jardin qui était complètement fait. C'était pas comme, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut le laisser pousser, on va voir qu'est-ce qui arrive. Non, non, non. Complète, les arbres sont là, tout est là, en harmonie. Quand tu arrives au ciel, c'est tout fait. Dieu, en fait, si on peut vraiment avoir une révélation, là, on sort un peu des dinosaures, mais si on a une révélation de comment Dieu crée et comment il pense et sa nature et qu'il agit en vous et à travers vous, avec lui, c'est déjà accompli. Nous, on est dans un processus, mais lui, il n'est pas dans un processus, lui, c'est déjà fait. Et c'est à nous de s'aligner avec comment l'Esprit veut agir dans nos vies. Il y a bien des clés que je viens de vous donner. OK. On sait qu'ils pondent des œufs. Pourquoi on sait qu'ils pondent des œufs? Parce qu'on trouve des œufs. Donc, c'est des reptiles qui pondent des œufs. Ça, c'est des vrais œufs dinosaures. Je vous demanderais de ne pas les toucher, ceux-là. Par contre, Ian Juby a dit que vous pouvez toucher lui. Les deux sont des vrais fossiles. Moi, j'hésite
Mais puis ils sont pesants en plus. Mais ça, c'est des fossiles. Naturellement, c'est des œufs. Est-ce que vous me demandez, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Je ne sais pas, on ne veut pas les détruire. Mais il y a différentes sortes d'œufs. Il y a des œufs longs et il y en a qui pondent jusqu'à 30 à 40 œufs. Puis il y a toutes sortes de choses. Entre autres, une chose à savoir sur les nids de dinosaures, comme les Mayasaurs ici, c'est qu'on trouve les nids de dinosaures en rond, les œufs, mais ça monte interstrate. Ça veut dire que le dinosaure est en train de marcher durant le déluge. Les marées sont en train de rentrer avec plein de sédiments. Okay? Il faut penser c'est du sédiment, mud, okay? De la boue, qui est en train de rentrer avec les marées. Le dinosaure marche dessus. Hein? C'est ça les empreintes qu'on a ici. C'est une empreinte de dinosaure ici. Ça, c'est un peu pesant là, pour te montrer, mais... Non, too far down. Attends. Lui, il est pesant. OK, donc tu vois l'empreinte de dinosaure? Il y a une empreinte humaine ici aussi, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais l'empreinte de dinosaure est là. C'est dans de la boue. OK? Et là, il y a une autre marée qui vient, qui va le couvrir. Et là, on va voir comme une sorte de strate en roche. Et il y a d'autres empreintes. Mais dans ce cas-ci, les nids, les œufs sont pondus dans le même nid à travers multiples marées qui rentrent et multiples strates. Là, nous, on le regarde, les gens disent, mais chaque strate, ça prend 10 000 ans. Mais non, il n'a pas resté 10 000 ans sur le nid en train de pondre des œufs, là, le dinosaure. Il a pondu ça, il était sous stress, naturellement, et il a pondu pendant les marées. Tout ça indique que c'est rapide, ça indique un déluge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mon ici? Alors, ça, c'est des vrais œufs en passant. Ou est-ce qu'il y a des petits à l'intérieur? Ce n'est pas un modèle. Ça, c'est des vrais œufs. Ça a été publié en 2013. Les nids des sauropodes, c'est cette sorte-là, avec des embryons intacts, ont été découverts, mais pas dans les strates attendues. Ils étaient à mauvaise place pour les évolutionnistes. Ils étaient ensevelis par des pulsations durant les déluges. Exactement ce que je viens de décrire. Molécules organiques préservées. Il y a encore des molécules organiques non fossilisées dedans. Ce qui veut dire que ça n'a pas 60 millions d'années. Ça n'a que quelques milliers d'années. Il parle ici de la couleur des œufs préservés. La couleur préservée, c'est quelle couleur? De l'œuf de dinosaure ne fait que repousser les limites actuelles de notre connaissance de l'histoire des vertébrés moléculaires et des tissus mous associés. Donc, le problème, c'est qu'on trouve des dinosaures, on trouve les fossiles, c'est dans des roches, comme par exemple ici, on a une corne de Triceratops que Ian nous a amené ici, des cornes de Triceratops. Mais quand on défait le calcium, on trouve du tissu à l'intérieur qui n'est pas fossilisé. Mais ça ne se peut pas que le tissu reste non fossilisé pendant 60 millions d'années, 140 millions d'années. Ça n'a aucun sens. On sait comment on dégrade rapidement. On est vivant puis on dégrade. En tout cas, on vieillit. Donc, on peut voir les couleurs. La peau, la même chose. La peau, ils ont déjà découvert, hein, je vais vous montrer ça, la peau de dinosaure. Différents dinosaures en sorte de peau. Mais ici, on a Mauricio Barbie qui dit « Pendant que nous travaillions sur un fossile, ça c'est un Canadien à Regina, je pensais que nous regardions l'impression de la peau. Alors, j'ai remarqué qu'un morceau pouvait être enlevé et j'ai réalisé que ce n'était pas normal, c'était de la vraie peau. Une couleur violette. Quelle couleur sont les dinosaures? J'ai aucune idée. Ça peut être comme Barney, violet, ça peut être bleu. Je sais que souvent, ils sont camouflagés, là. On met comme une sorte de camouflage, sauf que quand vous pesez 80 tonnes, peut-être le camouflage, c'est pas trop utile. Mais jeune, c'est utile. Donc, ils ont de la peau. Regarde, ici, on va parler, ça, c'est des globules rouges humains. OK? Je vous montre ça parce que ça, ici, c'est des globules rouges trouvés dans le genou d'un T-Rex. Donc, toute cette histoire de tissu mou devient très intéressante. Ça n'a pas commencé en 2005. Il y a eu beaucoup de rapports avant qui ont parlé de tissu mou, mais c'était moins populaire. Mais elle, cette dame-là, Mary Schweitzer, un catholique évolutionniste, elle a changé la donne parce qu'elle travaillait avec un paléontologue qui s'appelle Jack Horner, mais elle n'était pas paléontologue, elle était spécialisée dans les tissus. Donc, elle n'est pas intéressée au squelette, elle est intéressée à ce qui reste quand on enlève le squelette. Alors, c'est un peu... Imagine, tu trouves quelque chose, puis elle veut le dissoudre. Mais
la première chose qui est arrivée, elle était en train d'étudier le fémur d'un T-Rex que vous voyez au milieu de l'image. On pourrait le mettre est-ce possible de le mettre au grand écran? Oui, bien, parfait. Vous voyez le fémur qui est là, et ça, c'est la dame. Et qu'est-ce qu'elle a découvert? C'est que c'était très pratique, c'est une question. Le fémur pesait tellement qu'elle ne pouvait pas l'envoyer dans la poste à un laboratoire, la taille qu'elle avait. Donc, ils ont coupé en deux. En le coupant en deux, ils ont observé qu'est-ce que vous voyez là, le rouge puis le blanc. Le blanc, c'était du collagène. Collagène, c'est une sorte de matériel qui nous tient toutes nos cellules ensemble. Donc, c'était du collagène encore plastique, et elle a dit ici, elle l'a tiré 17 fois. Puis c'était élastique, là. Tire, pouf, 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 pouf. Elle dit, c'était exactement comme de regarder un morceau d'os actuel. Mais je ne pouvais bien sûr pas le croire. Wow, arrêtons là. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est un scientifique. Un scientifique, dans le monde commun, on les présente comme des personnes qui sont sans parti pris, n'est-ce pas? C'est des personnes qui annoncent la vérité, qui sont toujours honnêtes. Mais les scientifiques sont des humains. Donc, ça ne correspond pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit comment elle est biaisée. Parce qu'un scientifique n'est pas supposé, je ne peux pas le croire, quelque chose qu'elle vient de voir. Elle est supposée juste accepter ce qu'elle vient de voir, puis trouver une explication. Mais elle, c'est déjà, je ne peux pas le croire, parce que sa vision du monde ne correspond pas avec ce qu'elle voit. Super important de comprendre ça. Nous, on a une vision du monde qui est à travers la parole de Dieu, qui est une révélation d'âge en âge, comme vous avez dit tout à l'heure, Pasteur Mathieu. Une révélation qui nous donne la vérité par celui qui a créé le monde. Un témoignage de celui qui l'a créé. Un scientifique, il travaille en essayant de découvrir qu'est-ce qui se passe sans le créateur, un scientifique humaniste. Donc, il lui manque plein de morceaux. Et là, il arrive ici, puis c'est évident que le modèle ne fonctionne pas. Et elle dit, je ne pouvais pas le croire. Ben, tu viens de le voir. J'ai dit aux techniciens de laboratoire, après tout, ces os ont 65 millions d'années. Pourquoi ils ont 65 millions d'années? Aucun os est venu avec une étiquette qui dit « j'ai 65 millions d'années ». Donc, d'où vient les 65 millions d'années? Et quoi qu'on ne fera pas un cours sur la radiométrique, les datations radiométriques, sachez qu'il y a un problème avec 65 millions d'années parce qu'on vient de trouver du collagène qui est encore flexible. N'est-ce pas? Deuxième chose, je veux vous dire, ils n'ont jamais daté un fossile de dinosaure. Pourquoi? Parce que c'est de la roche sédimentaire. Mais ils n'ont pas daté, en tout cas. Il y a une exception que je vais vous montrer tout à l'heure. Les fossiles, donc je vais prendre l'œuf parce que c'est plus proche. Les fossiles, c'est fait dans du sédiment. OK? Sédiment, c'est un mélange de roches. Alors, si vous êtes en train de dater, vous datez quelle roche? Comprenez? Vous allez avoir toutes sortes de dates. Donc, ils n'ont jamais daté les roches. Ils datent des laves à côté, du granit là, ils regardent les fossiles index, puis ils disent « Ah, c'est à peu près à cet âge-là. » Mais aucune... C'est quoi comme 65, 66, 60... Non, c'est des conventions, en fait. Donc, très important de savoir ça, parce que ce n'est pas ça qu'on vous présente dans les nouvelles et dans les journaux et tout ça. Ils n'ont pas de datation. Donc, ce qu'elle vient de voir, elle dit « Ça ne correspond pas à 65 millions d'années. Comment des cellules sanguines pourraient-elles survivre si longtemps? » OK, le secret est très simple, les amis. Les dinosaures, il n'y a pas 65 millions d'années. Fin de l'histoire. N'est-ce pas? Fin de l'histoire. Moi, je peux résoudre ce problème-là d'évolution dans moins de temps que ça. Je vais vous montrer dans un instant. Regardons ceci. Ça, c'est le collagène. Collagène survit théoriquement 10 000 ans. À côté, il y a la liste de dinosaures avec les millions d'années que ces dinosaures sont supposés avoir. 65 millions d'années, le T-Rex qu'on vient de parler, le Hadrosaure, le Mosasaure, puis après ça, on monte à 140 jusqu'à le Fungosaurus qui est presque à 200 millions d'années. Ils ont tout du tissu mou documenté dans les journaux séculiers. Mais le collagène n'existe pas plus que 10 000 ans. Donc, ces dinosaures-là n'ont pas 200 millions d'années ni 65 millions, etc. Ils ont moins que 10 000 ans, ce qui correspond très, très bien avec le modèle de la Genèse. Amen? La science, la vraie science, appuie toujours la parole de Dieu. Elle a été beaucoup attaquée à cause de cet article en 2005, parce qu'il y a des personnes qui perdent leur doctorat parce qu'ils s'affichent contre l'évolution, même s'ils ne sont pas créationnistes. Elle
Mais elle a continué sa recherche. Et en 2009, elle a fait le travail sur le hadrosaure, où est-ce qu'elle a trouvé du osteocalcine. C'est une protéine qui avait encore une réaction immunitaire. On va oublier 65 millions d'années. OK, donc les dinosaures ne sont pas vieux comme ils sont en train de dire. Ça, c'est rare qu'on trouve un dinosaure comme ça ici, le Brachiosaurus, qui veut dire un lézard à petite crête. Là, lui, c'est un peu comme c'est dans la famille des hadrosaures. Normalement, les fossiles de dinosaures, c'est comme s'ils ont passé à travers une machine à laveuse, puis ils sont sortis de l'autre côté. Puis ils sont tous mélangés. Tu peux avoir une côte de un là, puis à côté, c'est la tête d'un autre. Puis là, c'est un puzzle, il faut remettre. C'est rare qu'on les trouve entiers comme ça, un dinosaure. Pourquoi? Parce que c'est dans un déluge, un énorme déluge global, où est-ce que tout est en train d'être chambardé, tourné, mixé, brisé. Et c'est exactement ce qu'on voit. La parole de Dieu vivrait. Bon, on va parler un peu de la taille, les formes des dinosaures. Dasplatosaure, donc vous allez voir que ça ressemble un peu avec Al. C'est tout est dans la même famille, les T-Rex, Dasplatosaure, Allosaure, d'autres, il y en a plein. Là. On peut voir un petit homme à côté, en bas, là, vous voyez l'homme comparé aux dinosaures adultes. OK? Et ça veut dire lézard effrayant. Alors, lui, il pouvait avoir 8 à 9 mètres de long, donc jusqu'à 27 pieds de long, et 2,5 à 4 tonnes. Et c'est un lézard qui devrait faire peur. C'est sûr que si tu as 4 tonnes qui courent après toi, un lézard, tu vas vouloir courir plus vite. La motivation est sûrement là. Le T-Rex. On a l'idée, à cause d'Hollywood, qu'il y a des T-Rex partout. Mais non, il n'y a pas de T-Rex partout. Je pense qu'on est en train de parler de 10 à 11 T-Rex qui ont été trouvés à date sur le globe. Ils sont là. On voit même certains dinosaures, d'ailleurs, un Edmontosaure, où est-ce qu'on voit le dent. Je ne sais pas si c'est la tête, mais quelque part dans le corps, on voit la dent de T-Rex. Mais c'est le roi des tyrans. Grande gueule. Il pouvait peser 9 tonnes encore, 13 mètres de long, donc peut être très long, adulte. On a d'autres dinosaures comme celui à crête, ici, le lézard casqué, que vous voyez là, le Coniferae, puis l'Edmontosaure, que vous voyez en bas à droite, c'est ça ici. Vous pouvez même reconnaître la même idée. Ça, c'est le nez. C'est des molaires comme les vaches. Hein? C'est des végétariens, des herbivores, c'est ça que je cherchais comme mot. En haut, c'est intéressant. Il y a 2 trous en haut, et je peux le montrer ici parce que je ne peux pas lever lui. Là. Mais ça, c'est un ado, même espèce. Tu vois en haut, les 2 trous ici? Donc, à quoi ça servait? Différentes possibilités. Il y en a qui pensent que c'était pour faire du bruit, qu'ils pouvaient utiliser pour faire du son. Il y en a une autre idée que je vais vous montrer tout à l'heure. On ne sait pas jusqu'à temps qu'on l'a vu, n'est-ce pas? On ne sait pas jusqu'à temps qu'on l'a vu. Mais différentes possibilités. Ici, moi, j'étais beaucoup plus jeune, mais ça, c'est à Ottawa, le Musée d'histoire naturelle. Ça, c'est le chasmosaure. Donc, chasme veut dire chasme, grand trou. Et on voit en haut, entre les cornes, ici, il y a des grands trous. Un peu la même idée que le radiateur qu'on a parlé tout à l'heure avec les stégosaures, les chasmosaures ici. Et tout ce que je vous montre, c'est différentes sortes de dinosaures uniques qui n'ont pas d'évolution. Ils arrivent soudainement comme qu'ils sont. Il n'y a aucune évolution ici. Et ils restent comme qu'ils sont dans le registre fossile. Donc, le Monoclonius, le chasmosaure, ça, c'est une corne, une corne. Et naturellement, on a son cousin très connu qui est énorme, le Triceratops horridus. Vous voyez ici, il y en a une autre sorte aussi. Et c'est tellement difficile avec les fossiles de savoir les sortes qu'ils pensent qu'il y a 2 sortes, mais si tu regardes Wikipédia, ils ne sont pas sûrs qu'ils ont 2 sortes. Ils pensent, ça a l'air un peu différent, mais peut-être c'est juste la différence entre un mâle et une femelle. Ils ont diminué de moitié les sortes de dinosaures il y a comme 10 ans, là, la moitié, juste en reconnaissant qu'en fait, ils étaient en train de regarder des adolescents. Et comme on sait tous comme parents, les ados, ils peuvent avoir l'air vraiment différents de leurs parents. Pendant un temps. All right. Là, on a l'idée que les dinosaures sont tous grands, comme le Triceratops, je devrais te le dire, on parle de 9 tonnes métriques. Ça, c'est vraiment gros, là, 9 tonnes.
9 mètres de long, 8 à 9 mètres de long. Là. C'est comme 30 pieds, là. C'est le stage, sûrement. Le stage, il doit être une trentaine de pieds. Donc, imagine ça, mais 9 tonnes, c'est comme... C'est quoi? 9 pick-up. Un pick-up, c'est 1 tonne. Ça porte... donc, 9 pick-up dans la salle. Bon, il ne passera pas la porte, mais peut-être qu'il passera la porte. Il défoncera le mur. Végétarien, je suis très content de savoir qu'il est herbivore. Mais il faut que tu aies beaucoup de végétation. OK. Les dinosaures ne sont pas nécessairement tous grands. Donc, en fait, la moyenne de taille de dinosaure, c'est celui d'un pony, à peu près grand comme ça. Ça, c'est la moyenne. C'est juste que ça ne fait pas les nouvelles pour un film de Hollywood, là, à 100 millions de dollars. Il veut des gros, quelque chose de spectaculaire. Mais la réalité, c'est moins spectaculaire. Et ici, on a le Eodromaeus, qui veut dire le cura de l'Aube, et on voit ici comment c'est petit. Et comme des reptiles. C'est un reptile. Donc, la majorité sont petits. Mais il y a les vraiment grands, comme ça, le brachiosaure. Ils commencent tout petits, mais ils deviennent grands. Ça, c'est un qui est en Allemagne, 26 mètres de long. Ça commence à être loin, là. 16 mètres de haut, 80 tonnes. Je me souviens, il y a bien des années, Ian Juby et moi, on était à Toronto et on faisait des émissions pour des enfants pour 100 Huntley Street. Et j'avais dit, on va faire quelque chose. On va filmer. Moi, je vais à une place. On va filmer comment c'est loin, 26 mètres, 75 pieds. Et là, je dis, OK, Ian, va marcher. Puis là, Ian est marché, il dit... Et puis là, il tourne, puis il dit, est-ce que je suis rendu? Il dit, non. Puis là, il fait comme 10 pieds. Continue. Là, il continue. Là, il devient de plus en plus petit. Est-ce que je suis rendu? Non. Continue. 75 pieds, c'est loin, là. C'est le corridor, là. T'es rendu 3/4 du corridor ici, sûrement, hein? Sais-tu la longueur ici? C'est plus que 100 pieds, mais... En tout cas, 75, ça doit être une bonne distance ici. Mais ça, c'est ça, ici. 80 tonnes et plus. Et là, on parle de... ils appellent ça le lézard-bras. Brachiosaure veut dire le lézard-bras. Et il y a d'autres sortes aussi de dinosaures, le supersaure. Ils continuent de trouver... C'est dans la même espèce. Mais ils sont de plus en plus grands. Ils en trouvent des seismosaures, comme en Argentine. Puis là, on parle de peut-être 150 tonnes. C'est inimaginable, là, vraiment. Et ça prend des conditions différentes que ce qui existe aujourd'hui. Mais ça, c'est des créations de Dieu. Il n'y a aucune évolution. Il n'y a aucune raison de penser évolution. En plus, quelqu'un ici sait où sont les narines. Mais lui, lui n'est pas un bon exemple. Lui est un bon exemple. Quelqu'un sait où sont les narines de le Displatosaure? Où sont les narines? Quelqu'un sait? Oui, exact, madame. En haut de la tête. Ce qui veut dire que les gens ont pensé pas mal de temps, peut-être. Peut-être ça vivait dans l'eau. Parce que il y a quoi d'autre qui a les narines en haut de la tête? Les dauphins? Donc, est-ce qu'ils vivaient dans l'eau? Mais là, on remarque qu'ils sont tellement grands que ça, c'est peut-être 15 mètres sous l'eau, puis là, ça devient dur à respirer parce qu'il y a de la pression de l'eau. Donc là, on va le remettre sur terre, mais on n'a pas d'explication pourquoi les narines sont là. Il n'y a pas d'évolution vers ces narines-là. Il n'y a pas comme des dinosaures qui ont des narines ici, puis peu à peu, ça bouge vers le haut. Là. Ils sont là, puis c'est tout. Dieu est bon. Dieu est bon. Il fait exprès pour nous étonner. OK. L'autre sorte de dinosaures, naturellement, les dinosaures marins, les plésiosaures, donc avec les quatre nageoires, un peu comme ça. Ça, c'est pas une vraie photo, là, c'est une image. Par contre, on parle du Chronosaurus, qui est 13 mètres de long, le lizard-temps. Il y a le plésiosaure, l'élasmosaure, différentes sortes d'animaux. Toujours les 4 nageoires, le long cou. Pas toujours un long cou, mais définitivement des monstres marins. Et Lac Champlain, je connais quelqu'un qui l'a vu en passant, qui a vu toute une famille de plésiosaures pendant qu'il était en train de prendre un pasteur, qui était assis là dans un parc. Il regardait, puis là, il les voyait tout manger. Et son ami qui vit là, pendant 22 ans, n'a pas réussi à en voir un, puis lui qui vient en visite, il voit toute une famille. Mais ça, c'est une photo prise en 1977. Et on ne peut pas parler d'un serpent de mer dans le lac Champlain. On ne peut pas parler de sturgeon, je ne sais pas c'est quoi en français, une carpe ou des choses comme ça. C'est vraiment clairement un plésiosaure. Et j'ai parlé avec des personnes qui en ont vu quand j'étais à Magog. Lucie et moi, on a visité des personnes. Donc, il y a aussi les ptérosaures, donc les reptiles qui volent, les reptiles ailés, comme ça.
Et ici, c'est des gros ptérosaures. Et d'ailleurs, les pattes de ce dinosaure-là, c'est probablement cette créature-là que j'ai pris un moule quand j'étais au Texas en avril, des empreintes de cette espèce-là. Puis les pattes étaient 4 pieds, 2 pieds, donc 60 cm de long. Et entre la foulée entre ces pieds, c'était 1,5 mètre. Vraiment énorme. Et donc, ça, c'est un grand oiseau. On ne met pas ça dans une cage. OK. Donc là, la question va se poser, c'est où sont les dinosaures? N'est-ce pas? Alors, où sont les dinosaures? Parce qu'on n'en voit pas couramment, mais il faut comprendre qu'on ne vit pas non plus dans le jungle. On ne vit pas dans une place où les dinosaures voudraient rester maintenant. On revient là-dessus. Est-ce qu'ils sont disparus? Qui pense que les dinosaures sont tous disparus? Levez votre main. OK. OK. Qui pense qu'il y a des dinosaures aujourd'hui? Levez votre main. Qui attend pour la bonne réponse pour lever votre main? C'est la majorité des gens. OK. OK. Alors, premièrement, les évolutionnistes et les scientifiques sont venus à toutes sortes d'idées de comment les dinosaures sont disparus. Naturellement, on parle de météorites, on parle de changement de climat, d'une manière ou d'une autre, que ce soit des volcans, météorites, changement de climat. Il y en a d'autres qui sont encore plus créatifs, comme cet article ici, que les dinosaures sont des usures de méthane. Donc, en fait, ils se sont éliminés eux-mêmes par un changement climatique, par leur pets. C'est publié. Donc, ça doit être vrai. OK. La vraie raison que les dinosaures sont disparus, les jeunes, ça, c'est pour ça. C'est clair. Dès qu'ils ont commencé à fumer, c'était l'extinction garantie. Leçon pour tout le monde. OK. All right. Ce qu'on voit, par contre, c'est les dinosaures semblent tous rassemblés comme s'ils ont été tués, disparus, atteints dans un déluge global, comme ici, un regroupement massif de fossiles et des dinosaures, où c'est tout mélangé, comme je vous expliquais tout à l'heure. On a cette position de mort, d'asphyxie. On trouve, comme ici, on voit ce Silophysis ici, où est-ce qu'on voit le cou est tourné. Dans l'image, c'est la même chose. Il y en a un dans le musée d'histoire naturelle, même le Archaeopteryx ici. Ici, tu vois comment le cou est tourné, ici? Bon, ça, c'est pas normal. S'ils sont morts lentement dans de la boue, tout lentement, il n'y aura jamais toujours le cou comme ça. Partout. C'est drastique. Même les poissons qui sont tournés comme... Alors, c'est quoi ici? C'est l'asphyxie. C'est comme la dernière respiration avant que c'est fait, parce qu'ils sont submergés par de la boue et ils sont comme... Game over. Fini. Photo. Selfie. Alors, c'est une mort violente. N'est-ce pas? C'est pas calme ici, là. Les fossiles, c'est pas calme. C'est rapide, instantané, excessivement violent. En fait, on sait que c'est un jugement de Dieu à cause des hommes. Encore là, l'asphyxie, c'est l'Archaeopteryx. Ça, c'est dans l'histoire du musée d'histoire naturelle à Ottawa. Donc, c'est très clair, c'est partout, l'asphyxie. Pourquoi l'asphyxie? Parce qu'ils sont morts dans de la boue, dans un déluge global. Regarde la vitesse ici. Un ichthyosaure qui a été fossilisé pendant qu'elle donne naissance à des ichthyosaures. Ça, c'est rapide. Alors, est-ce que les dinosaures, puis j'ai beaucoup d'autres exemples, mais on n'a pas le temps, est-ce que les dinosaures et les humains ont cohabité? On va faire un vote. Qui pense que les dinosaures et les humains ont cohabité? All right. Qui pense que les dinosaures et les humains n'ont pas cohabité? OK. Qui attend la bonne réponse pour lever leur main? OK. OK. Et qui sont complètement rebelles et refusent de lever leur main? OK. Je blague. OK. Donc, on a vu hier soir beaucoup sur la question de cohabitation avec les humains, avec les dinosaures, qu'on considère qu'on trouve des empreintes de pieds avec des empreintes de dinosaures, avec des empreintes de pieds humains, dans les empreintes de dinosaures. Ça, c'est très clair. Même ici, vous pouvez venir le voir tout à l'heure, il y a une raison pourquoi il y a des papiers à terre, là. Ça vient du piste de Taylor.
Donc ça ici, on voit l'empreinte de pied ici, avec les 5 orteils. Et ça, c'est une empreinte de dinosaure. Dans de la roche qui est supposée avoir 60 millions d'années. Au Texas, au Biloxi. J'ai plus de détails ici, mais ça vient de ce qu'on appelle le Taylor Track. Taylor, c'est le nom d'une personne. Il y avait une piste qui est sous l'eau. Et cette piste-là, on a remarqué quand on a arrêté l'eau, on suivait la piste, puis elle est mise ici à terre dans la même position, la même distance, le vrai positionnement que vous verrez au Texas. Et à l'intérieur, vous allez voir des empreintes de pieds. Ils ne vont pas correspondre à vos souliers. Si vous enlevez vos souliers et marchez dessus, vous allez voir que ça correspond à des pieds. Des pieds qui ont quoi? Ils ont des orteils, ils ont une boule. Ici, tu as le talon, puis tu as une arche. OK? À moins que vous n'avez pas d'arche. Ça arrive aussi. Donc, ça correspond. Et c'est quoi? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Parce qu'on marche gauche, droite, gauche. Et pourquoi ce sera dans les empreintes de dinosaures? La raison que c'est dans, c'est parce qu'ils sont sur la boue. Et quand on marche sur la boue, on sait comment c'est glissant, Mais s'il y a un dinosaure qui a marché en avant de nous, bien, ça va déjà compresser, donc on va marcher dans les pistes de dinosaures. Comme quand on marche dans la neige, puis il y a un animal ou quelqu'un qui passe en raquette avant nous, il entasse la neige, on marche dans les raquettes, n'est-ce pas? Dans les pistes. Mais exactement la même chose. Et le plus drôle de ça, c'est que si vous continuez jusqu'à la porte en sortant, vous allez voir que les pistes d'empreintes de pied tombent dans une empreinte de dinosaure, d'une autre sorte de dinosaure qui va dans une autre direction. Parce qu'il y en a, à cette place-là, au Biloxi, il y a des accroix. C'est comme un trafic de dinosaures qui va dans tous les sens et plusieurs sortes que j'ai vues en avril. Et c'est ça le cas ici. Très, très intéressant. Parce que les évolutionnistes se disent, mais qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ils disent, c'est le talon qui s'est disloqué. Bien, vraiment disloqué quand le talon est rendu dans l'empreinte de quelqu'un d'autre. Ça, c'est extrêmement disloqué. N'importe quoi. OK. Rapidement. Alexandre le Grand raconte que lorsqu'il a conquis l'Inde, ses soldats étaient apeurés par les grands dragons. Ils appelaient ça des dragons qui vivaient dans les cavernes. Il y a des mosaïques romaines qui démontrent quelque chose qui a l'air comme des dinosaures des longs coups. Dans cette église, on va aller assez vite là. Dans cette église, la cathédrale en Angleterre, on a le tombeau de Richard Bell, qui était un évêque de 1495. Ce tombeau-là, il y a du bronze qui est difficile à voir ici peut-être, mais il y a des animaux. On peut voir en haut dans les grands écrans que c'est des animaux qui sont là. Mais il y a plus que tous ces animaux-là sont connus, mais il y a aussi ceci. Et ça a l'air d'un dinosaure long cou. Dans le tombeau. Comment ils savaient ça? Ils l'ont-tu vu? C'est quoi? Grendel. T-Rex, c'est notre nom. Mais moi, je conteste que le nom de T-Rex en Europe, c'était Grendel. Et on voit ça, le nom des villages, on voit cette histoire de Grendel. Et en fait, dans le pays natal de notre pasteur Vanessa, il y a, très belle place que j'ai vue, Grindelwald. Grindelwald veut dire la forêt des Grendel. Et des Grendel sont toujours décrits par les vieux comme un reptile, ou dans la littérature, avec des grands dents et des petits bras en avant. Qui mangeait les moutons, dangereux pour les enfants, les chiens, et juste une sorte de... nuisible à la vie normale des humains. Alors, on les éliminait. Grendel. En Europe, ils ont différents noms. En Israël, moi, je suis allé en Israël. Naturellement, vous allez en Israël pour voir où est-ce que Jésus a marché, pour voir où est-ce que Jésus a été crucifié, le jardin où est-ce qu'il a ressuscité, l'ascension. Vous allez au Galilée, c'est très beau en Galilée, voir Césarée, vous allez voir ce que Jésus a prêché. Moi, je vais en Israël pour essayer de trouver des dinosaures. Donc, là, voilà. Et justement, il y a une maison où est-ce qu'il y a une mosaïque. Je n'ai pas montré toute la mosaïque, c'est moi qui ai pris cette photo-là. Et dans tous les animaux qui sont dans cette mosaïque de 300 années après Jésus, il y a celui-ci. Ça, c'est un dinosaure. Et on a des livres complets dehors, un livre complet sur qui s'appelle Dragon, qui est très, très bon pour 35 $, qui parle des dinosaures et des dragons partout dans le monde, récent. Donc, si vous voulez avoir ça, vous pouvez le procurer. Un autre exemple. Lui, je ne l'ai pas amené. Je l'ai chez moi. Donc, ici, dans le monastère Tapron, en Cambodge, il y a c'est clairement un stégosaure. Vous voyez en bas? Avec les plaques. Vous avez vu au début, le premier que j'ai montré avec les plaques dorsales? C'est le même. Et je l'ai oublié. Je l'ai laissé dans ma bibliothèque. On va aller en Afrique.
Qui aime l'Afrique ici? Bon, là, les gens lèvent leurs mains. OK. Bon, 1910, on parle d'un brontosaure ou d'un apatosaure qui était en Afrique. On parle du Cameroun, on parle du Congo. Ici, un autre article, 50 années plus tard, 1948, on parle encore de dinosaures en Afrique. Et ça revient, ça revient. Un livre qui a été écrit par un professeur de l'Université de Chicago parle « Est-ce qu'il y a un dinosaure vivant en Afrique? » Il s'appelle « A Living Dinosaur ». Puis c'est ici qu'il est supposé que c'est une de ces grottes, si vous voulez. Les Pygmies parlent de dinosaures. Ils ne les appellent pas dinosaures. Dinosaure, c'est un mot qui vient de 1840. Les Pygmies ont leur propre nom, le Likalebembe, ou il y a aussi le Mokalebembe, qui est beaucoup plus grand au Congo et au Cameroun. Bill Gibbons, qui est un ami à Ian et moi, qui est un Canadien qui vit à Calgary, mais il a fait 8 voyages au Congo à la recherche de Mokele Mbembe. Mokele Mbembe veut dire celui qui arrête les rivières. Vous pouvez aller sur Wikipédia, vous pouvez lire sur Mokele Mbembe. Ce serait un dinosaure comme ça, pas comme peut-être une dizaine de mètres de long. Ils sont dangereux, ils sont herbivores, mais ils sont dangereux. Ils vivent dans la rivière et ils sont dans le lac Télé, différentes places. Les 4 pygmies qui sont là l'ont dit l'avoir vu, le Mokele Mbembe. Souvent parlé du lac Télé, parce que dans le lac Télé, il y a une histoire qui vient des années 50 où est-ce que les pygmies ont attrapé, ils ont tué, parce que le Mokele Mbembe était en train de manger leur poisson. Donc, ils ont tué le Mokele Mbembe, ils en ont mangé. Malheureusement, ils ne l'ont pas bien cuit, je ne sais pas, mais ils sont morts, sauf 2. Alors, au Congo, c'est une sorte de malédiction de voir un Mokele Mbembe. Mais personne n'est en train de dire que ça n'existe pas. Au Cameroun, ils n'ont pas le même problème parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose. Donc, le Cameroun est tout ouvert quand on regarde leur Mokele Mbembe. Cal Bombe, j'ai parlé en personne à ce missionnaire, c'est un missionnaire canadien. Il a vu ceci devant son auto. Il a fallu qu'il arrête au Kenya. Il a fallu qu'il arrête son auto puis qu'il reste là pendant 20 minutes jusqu'à temps que le reptile avait fini son bain de soleil. Et grand reptile, il passait d'un côté de la rue à l'autre. Les arcades dorsales étaient probablement plus grands que celles-ci. Mais c'est un dinosaure. Quand il est revenu à Ottawa, il a montré l'image, il avait le temps de faire le croquis, l'animal était là. 20 minutes. Il a montré ça, puis le professeur a dit non, c'est impossible, c'est disparu depuis 60 millions d'années et plus. Ça n'existe pas. Il y a différents noms pour le reptile volant, comme le Kongamatu ou le Ropen. Même les mêmes descriptions où les gens parlent de ces reptiles. Dans les années 1600, il y a un article, il y a un livre sur la faune et flore des Alpes qui parle d'un serpent volant qui est à peu près 1,3 mètre de long et que si vous le voyez très dangereux, vous vous mettez à terre comme mort, puis si vous êtes chanceux, il vous laisse tranquille. Puis ça faisait partie de la description normale de tout ce qu'ils voyaient. Kongamatu. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle des dinoglyphes. Pas juste aux États-Unis, mais je donne l'exemple des dinoglyphes. Ça veut dire que c'est des dessins de dinosaures que les Indiens ont faits sur les murs des cavernes. Il y en a même au Canada, en passant. Celui-ci, que je vous montre là, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir plus clair. Bon. Voilà. Dans le Midwest des États-Unis. Et il y en a beaucoup d'exemples. Si on retourne, là, on va aller au sud, dans Pérou. Et là, on a dans les vases Nazca, et on voit des animaux là-dessus qui ne sont clairement pas des salamandres. Ça date de 2000 ans. Et il y a lui, le Delk, le piste qui est là, que vous voyez là. Ça, vous voyez l'écran, vous pouvez clairement voir l'empreinte de pied humain. L'humain a marché dans le bout, le dinosaure a marché dans l'empreinte de pied humain. C'est simple. Les humains et les dinosaures ont coexisté. Qui est content qu'on voit moins de dinosaures maintenant? OK, on est presque à la fin. Juste vous parler un peu de ça. J'ai parlé de tissu mou. Donc, j'ai les articles de ça ici. Mark Armitage, lui, il a fait les couvertures de American Laboratory. C'est un chrétien créationniste, directeur d'un laboratoire à l'université de Caltech en Californie. Et lui, il a publié ça, c'est quoi? C'est des cellules d'os de dinosaures de Triceratops qui viennent d'une corne de Triceratops. Pas fossilisées. Donc, ça n'a pas 60 millions d'années. Et 2 mois après, il a publié un article dans Acta Histochemica qui avait son titre. Le titre, c'était « Cellules d'os non fossilisées dans la corne d'un Triceratops ».
On pourra le sous-titrer autrement, par contre, comme ceci. Une méthode par laquelle vous pouvez rapidement perdre votre emploi chez l'Université Cal State. Parce que Mark Armitage a été mis à pied. Après avoir publié dans 2 revues, d'ailleurs, Acta Histochemica, c'est une des plus grandes revues dans le monde scientifique. Il publie 30 jours après, il est mis à pied. Perdu toute son carrière, perdu son laboratoire, il a perdu d'accès à tout. Moi, j'ai acheté des plaques qu'on avait hier. Pour ceux qui étaient ici hier, ils ont vu ces cellules-là. Ils ont vu les cellules, que lui, il prend des photos. Images, on a vu ça. J'ai acheté un microscope de lui et des plaques pour l'aider parce qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de rentrée de fonds. 3 ans après, il est allé en course, après 3 ans. Il a gagné contre l'université. Il a fallu qu'il lui donne 3 ans de salaire. Et là, il est parti à son propre compte. Mais cela étant, ça a pris 3 ans, puis il était dans une sommité dans son domaine, il était dans son sous-sol en train de faire sa propre recherche parce qu'il a publié quelque chose qui questionne la théorie de l'évolution. Alors, finalement, quand est-ce que Dieu a créé les dinosaures? Genèse 1, Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui étaient dans l'eau. Donc, on parle de ptérosaures et les plésiosaures. C'était quel jour? Jour 5. C'est marqué en bas, au cas où. 5e jour. Et tout était bon. Donc, qu'est-ce qui est dans l'eau? Qu'est-ce qui est dans le ciel? 6e jour, ça inclut les ptérosaures, les ptérosaures qui volent, ça inclut les plésiosaures avec les 4 nageoires, les champs, etc. OK. Genèse 1, 24, 31, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, toujours selon leur espèce, du bétail, des quoi? Reptiles. OK. Et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela était bon. Donc, ça veut dire que c'est quand l'homme et la femme ont été créés quel jour? 6. Les dinosaures ont été créés quel jour? 6. Donc, les dinosaures sont effectivement venus avant les hommes, mais d'une question d'heures et pas de millions d'années. Et c'est le 6e jour et tout était bon. Je présume que si tout était bon, ça incluait les dinosaures. Donc, vous n'aurez pas le problème d'un dinosaure qui vient vous manger, mettez votre tête dans il serait tout gentil. Ça serait comme une sorte d'animaux domestiques. En tout cas, pour un temps. Alors, je vous ai promis que je vais aller vous montrer les dinosaures dans la Bible, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Oh, on peut attendre un autre dimanche. C'est tard. Hein, Pasteur Mathieu, c'est tard. On pourra arrêter là, je pense. Hein? On va ramasser notre... Non? Est-ce que vous voulez l'entendre? J'entends pas? Oui! OK. Parfait. Alors, on va le faire. Job 40. Job, un des livres les plus anciens chronologiquement dans la Bible, un homme qui vivait un temps très proche du déluge, très peu de temps après le déluge. Et il est, comme on sait, l'histoire de Job, il est dans la souffrance, il a perdu ses enfants, il a perdu beaucoup de choses. Tout ce qu'il y avait peur lui est arrivé. Il est dans le trouble, max. Il y a des amis qui viennent, pendant 7 jours, ils sont dans le silence complet. Ça, c'est la meilleure chose qu'ils ont faite, parce que le reste du temps, c'était pas bon. Après ça, ils se sont mis à parler, il n'aurait pas dû. Ils se sont mis à parler et dire, Job, tu as quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est clair, sinon Dieu n'aura pas fait ça. Des typiques, c'est la même chose que les chrétiens disent aujourd'hui. N'est-ce pas? Tu as quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi, tu parles à un autre chrétien et ils disent, ah, mais qu'est-ce que tu as dans ta vie qui n'est pas correct? Là, tu te sens encore mieux, hein? Ah oui, yeah! Là, je suis prêt pour la victoire. Donc, ses amis étaient comme ça. Son dernier ami était un peu mieux, et finalement, c'est Dieu qui emporte sur les amis qui parlent à Job et aux amis, en passant, qui avaient tort. Et comment est-ce que Dieu va démontrer à Job que Dieu est souverain? Parce que Job n'est pas au courant que Satan est allé l'accuser devant Dieu. Job n'est pas au courant. Il voit juste ce qu'il voit dans le naturel, que tout va mal. Un homme où tout allait bien, tout va mal. Et Dieu il veut lui montrer comment il peut avoir confiance en lui. Et comment il fait? Il commence à parler de sa création. Moi, je crois, et je l'ai vu, qu'en parlant des dinosaures et comment Dieu fait les choses, vous pouvez être guéri dans la salle. Parce que votre image de Dieu va s'agrandir. Quand on parle de l'univers, de la création, on voit comment Dieu est grand, donc Dieu est capable de vous guérir.
Dieu est capable de faire l'impossible. Dieu est capable de closer le deal qui ne marche pas dans tes entreprises. Dieu est capable de faire toutes ces choses-là et c'est nous qui avons besoin d'agrandir notre petite boîte où est-ce qu'on essaie de mettre Dieu. N'est-ce pas? Vous êtes tellement silencieux. Je vais commencer à faire comme Luc Dumont. Je ne suis pas Luc Dumont, mais voilà. OK. Job 40, 10. Voici l'hippopotame. Dans beaucoup de nos... En fait, en hébreu, c'est marqué Behemoth. À qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Il faut comprendre que l'argumentation que Dieu faisait, les deux dernières créatures, les deux choses qui parlent à Job, c'est le Behemoth et le Léviathan. Mais on va analyser un peu ici, parce que les traductions, c'est pas l'hébreu. L'Osterval va dire Behemoth. Parce que si tu demandes à un juif qu'est-ce qu'il veut dire Behemoth, il dit on ne sait pas. Ça veut dire gros bête, on ne sait pas c'est quoi. Ils ont mis hippopotame, mais est-ce que c'est un hippopotame? Voici, sa force est dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre et les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. OK, on va arrêter là, on va revenir sur le reste après. Est-ce que c'est un hippopotame? Bien, premièrement, oui, c'est vrai que les hippopotames ont des gros ventres. Ça, c'est vrai. Mais lui aussi, il a un gros ventre. Ça, c'est vrai aussi. Mais peut-être on est en train de parler quelque chose de gros comme ça. Lui, il a un gros ventre. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que regardons le reste de l'histoire ici. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Un cèdre, les cèdres de Liban ont fait les colonnes du temple de Salomon. On n'est pas en train de regarder ça. Ça, c'est pas très incroyable. OK? Il dit, tu vois, ça, c'est incroyable. Ça, c'est aussi ferme qu'un cèdre. N'est-ce pas? Et on va... Oups, je vais reculer un peu. On va juste finir le verset 18. Que le fleuve vienne à déborder il ne s'enfuit pas, que le Jourdain, donc la rivière de Jourdain, qui est assez grande, se précipite dans sa gueule et il reste calme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Behemoth, Job l'a vu s'asseoir dans le Jourdain. Et le Behemoth, cette journée-là, avait soif. Il pèse 70 tonnes. Il a soif. Et quand il boit, la rivière arrête. Parce qu'il prend toute la rivière. C'est étrange. Parce que Mokele Mbembe, dans le Congo, veut dire quoi? Celui qui arrête les rivières. C'est la même description. Et il n'y a aucun pygmée qui va dire que le Mokele Mbembe, c'est un hippopotame. Oh! Là, on vient de découvrir qu'il y a des dinosaures dans la Bible. On continue avec Job. Ce n'est pas le dernier, c'est le Léviathan qui est la dernière créature. Job 20. Qui dit quoi? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? C'est Léviathan. Donc, prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Le crocodile, c'est la pire traduction qu'ils auraient pu prendre. En fait, c'est pas quand je dis pire, je ne suis pas en train de diminuer les personnes qui ont traduit la Bible. C'était une énorme chose de traduire une Bible. Souvent, les gens qui ne sont pas juifs ont été impliqués. Ils ne peuvent pas savoir tout le contexte d'un livre qui date des milliers d'années. C'est Léviathan qui est écrit. Et qu'est-ce qu'il marque ici? Saisiras-tu sa langue dans une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu le mâchoire avec un crochet? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est comme ça qu'on chasse le crocodile. Puis la réponse est supposée être non. Mais Job aurait dit oui si c'était un crocodile. Mais ce n'est pas un crocodile, c'est un Léviathan. Et il dit, voici, on est trempé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? On a peur de lui. Ce n'est pas un crocodile. Il dit, je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèverait son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Et ce serait peut-être plus un displatosaure ou ce serait dans cette espèce ici, là. Comme Al. Et ça s'empire. Ça s'empire. On est prêt? Ces éternuements font briller la lumière. Imagine, essaie d'imaginer. Ces éternuements. Tchou! D'ailleurs, j'ai besoin d'un Kleenex. Merci, Steve. Bien apprécié, parce que ça coule. Oh. Merci, Seigneur. Ces éternuements font briller la lumière.
Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait le soleil qui brillait en arrière de ses yeux. Et ça brille à travers ses yeux. On est en train de penser à quelque chose qui serait science-fiction ici. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Des flammes jaillissent de sa bouche et des étincelles s'échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. Si c'était un crocodile, c'est sûr qu'il n'y a aucune femme qui aurait des souliers faits de peau de crocodile. On oublie ça. Fini. Mais ça commence à ressembler à quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Un dragon. Donc, il faut combiner, ça c'est Dracorex, là, un dinosaure qui existe. Est-ce que c'est possible que quelque chose qui a 4 tonnes est une lance-flamme? C'est sûr que ça serait impressionnant, n'est-ce pas? Une lance-flamme comme ça, et peut-être, je t'avais dit, peut-être cette partie ici, peut-être c'était un mélange, parce qu'on sait il y a des espèces dans le monde où est-ce qu'on mélange 3 gaz ensemble, puis ça fait un feu qui se mélange à l'intérieur de leur tête. Les coccinelles bombardiers, ils ont un système, des scarabées, pas des coccinelles, des scarabées bombardiers, ils ont un système où est-ce qu'ils mélangent 2 gaz avec une enzyme dans leur corps, et après ça sort. Si ça ne sort pas, c'est les autres qui explosent. Ça sort en feu. Alors, est-ce que les dinosaures avaient un système similaire où est-ce qu'ils sortaient feu? Il semblerait que la Bible parle d'un être qui est un reptile, qui est très, très dangereux, qui n'est pas un crocodile, qui est un léviathan, qui souffle du feu. Je comprends qu'il dit dans le livre de Job, « Tu ne viendras pas vanter à ta blonde, c'est ça qui est écrit, tu ne viendras pas vanter à ta blonde que tu as vaincu un combat avec le léviathan. N'est-on pas terrassé à juste regarder le léviathan? » Dieu est en train de parler à Job. Si ce n'était pas des vraies créatures, ça ne voulait rien dire à Job. Comprenez? Si Dieu nous parle du roi Arthur et Camelot, ce n'est pas un vrai personnage. Vous comprenez? Ça voulait dire quelque chose à Job parce que lui, il a vu le Béhémoth. Il a vu le Léviathan. Il vivait avec eux. Et ça, il faut penser à quelle était la réponse de Job face à ça. Job 42. Face aux dinosaures, Job répondit à Dieu et il dit ceci, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Dieu répond, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Job, il va répondre, il dit, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Ça, c'est où est-ce qu'on doit être amené par la création de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Ce qui est une bonne chose. Très bonne chose. Mais Job, il y a cette analyse intérieure, n'est-ce pas, qu'il est en train de faire ici? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, il est en train d'analyser sa vie. Il est en train de dire, « Ouais, OK, Dieu, tu peux tout. Moi, je suis dans le trouble, mais tu peux tout. » Et il dit, j'ai parlé sans comprendre. Je ne pouvais pas comprendre, Dieu. Je ne pouvais pas comprendre qu'est-ce que tu as fait. Il est en train d'analyser soi-même. Et après, il dit ceci. Dieu dit, « Écoute-moi et je parlerai. » Et Job, il répond, « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Mon oreille, dit Job, avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Il a vu le Béhémoth, il a vu le Léviathan. Et c'est quoi sa réponse? C'est pourquoi je me condamne et je me repens. L'évangélisation, c'est pas on amène à la repentance? Oui? C'est certain. Dieu vient d'évangéliser Job en utilisant des dinosaures. Amen. Amen. Et le message ici, c'est quoi? C'est que quand on reconnaît la bonté de Dieu, les merveilles qu'il fait, on regarde en nous et on dit, « OK, Seigneur, je veux soumettre ma vie à toi. Je veux que toi, tu sois Dieu de ma vie. Je veux que toi, tu sois Dieu de mon destin. Je veux Quand il dit me condamner, c'est ça qu'il veut dire par condamner. Il est en train de reconnaître, OK, je ne suis pas aussi grand que je pense que je suis. Je suis le voie que je pense. Tu es plus grand.
Il n'y a pas de Dieu devant mon Dieu. Et après, il dit, je me repens. Je dis, Seigneur, je demande pardon.